Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, vous êtes à l'écoute du magazine littéraire Épilogue. C'est un grand plaisir de rencontrer notre invité Dany Hémon qui a publié vraiment ces jours-ci, là, c'est tout frais, Fermer les yeux ne suffit pas. Un premier roman, après un recueil de nouvelles en 2015. On avait reçu d'ailleurs Dany Hémon. Hein? Mine de rien, ça, le chemin parcouru, 9 ans plus tard, oui. Presque jour pour jour. Cette publication, Fermer les yeux ne suffit pas, donc est un roman qui parle, et là, on dévoile rien, c'est le suicide du père à l'âge de 63 ans. Donc, un homme où, au moment de cette succession, de faire le ménage dans les choses, un jeune homme, donc réfléchit à ce rapport à ce père dur, ce père soudeur, qui est un homme de métal dans tous les sens, un homme qui, en termes de gestion des émotions, qui est un peu de sa génération en ce sens-là, mais un homme avec qui il a eu une relation extrêmement difficile. Et donc, on rentre dans ce livre très touchant, qui est à la fois une relation d'amour-haine. On a ce sentiment-là. Dany Hémon, j'ai envie de commencer par évacuer cette fameuse question qu'on a souvent lorsqu'on est dans des livres qui sont très intimistes. Jusqu'où cette figure paternelle a peut-être fait partie de votre vie. Je la voyais pas venir du tout, cette question. C'est la question. Ouais, ben en fait, c'est en grande majorité autobiographique, ouais. Ce livre-là. Ouais. Donc, vraiment une relation qu'on doit... un regard, en tout cas, c'est extrêmement touchant. C'est un regard qui est porté aussi à travers... Moi, c'est quelque chose que... C'est un livre qui est extrêmement concret parce qu'il s'incarne dans les objets. Alors, on a cette relation difficile à travers... chaque chapitre est relié à un objet. Évidemment, ça construit le livre. Est-ce que c'était, dès le départ, une volonté en termes stylistiques? Parce que ça nous permet d'avoir toutes les époques, de jouer sur la chronologie aussi. Absolument pas. Ouais. Je dirais que j'ai tâtonné beaucoup quand j'ai commencé à écrire ça parce que mon père est décédé. Je voulais écrire un livre à propos de notre relation, mais je savais pas trop par quel bout le prendre. J'ai commencé à écrire ça sous forme de fragments que je publiais un peu au jour le jour sur ma page d'auteur sur Facebook. Et quand est venu le temps de rassembler tout ça pour faire un livre cohérent, je me suis un peu cassé les dents. Okay. J'ai soumis le manuscrit à mon éditeur Boréal. Lui, il a vu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Puis je le voyais moi aussi, mais je savais pas quoi au juste. Puis il était pas prêt à aller de l'avant. En fait, il me proposait de réécrire le roman à la troisième personne. Je l'ai essayé, ça correspondait plus ou moins. Puis plusieurs années plus tard, parce que le manuscrit a dormi un peu, je me suis consacré à d'autres projets. J'ai envoyé le manuscrit aux éditions Hashtag, Stéphane Ledien, qui était le directeur littéraire. C'est vraiment lui. En fait, c'est Felicia Miali, l'éditrice, qui a eu l'idée pour avoir une narration plus cohérente. Ça pourrait se passer en une journée. Puis là, on pourrait découvrir le personnage du père au fur et à mesure que le fils vide la maison puis trouve des objets qui ramènent des souvenirs. Et ça va tellement bien avec le personnage parce que c'est un soudeur, un homme qui a de graves problèmes de gestion de la colère, un homme violent envers lui-même, envers les autres, un homme qui, on le sent, a une impulsivité, a quelque chose de pas réglé, consomme beaucoup, boit beaucoup. Je retiens cette phrase: soudeur le jour, soudure le soir. Donc, aller au travail, mais qui avait, et c'est là que l'élément d'objet, moi, m'est apparu tout à fait cohérent, c'est à quel point ça semblait un homme physique, c'est-à-dire c'est dans le maintenant, dans le matériel, et c'est l'âme qu'il n'a pas soigné, en fait. L'immatériel qu'il n'a pas soigné, peut-être. Il était très incarné dans les objets, cet homme-là. Oui. De par son travail aussi. Oui, tout à fait. Entre autres, il y a un chapitre, là, c'est des faisceaux de tiges à souder qui rappellent son travail de soudeur. Puis oui, j'ai travaillé vraiment dans une dimension très matérielle pour, à partir de ça, dessiner le portrait du père dans quelque chose de peut-être plus, je dirais pas spirituel, là, mais faire un portrait de l'âme, si on peut dire. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose de compulsif qui passait à travers les objets aussi, par exemple. Et c'est là que le personnage,
on se dit, on l'aime pas, cet homme-là, il est dur, il est trop difficile, mais en même temps, il y a une sensibilité à certains égards. On le sent pris avec ses démons aussi, compulsion parfois, un trip à un moment donné de faire des aquariums, parler de ça un peu, parce qu'il y avait le talent manuel de le faire, mais c'est juste malsain à un moment donné, là. Tout à fait, oui, c'est malsain. Puis, j'ai jamais abordé directement la question des problèmes de santé mentale, ouais. C'est-à-dire nommer puis développer cet aspect-là, mais on le sent bien que avec la fabrication d'aquarium, par exemple, tout d'un coup, là, il est capable de mettre ses aptitudes pour le travail manuel à bon escient, si on peut dire. Oui. Là, il se met à construire des aquariums. Il y en a partout dans la maison, puis son espèce de compulsion, il perd le contrôle de ça, là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il recherchait, selon vous, à travers cette fuite en avant constante? Il fuyait quelque chose, cet homme-là. Il fuyait son passé, beaucoup. Mm-hmm. Ce qui est abordé plus loin dans le livre, là. Je veux pas vendre de punch dans la mesure où on comprend qu'il y a des punch, blessures, puis les blessures que le fils n'a pas envie de reproduire non plus. En fait, d'en être conscient, c'est aussi de dire comment moi, à travers la façon dont j'aime, vous écrivez à un moment donné, je l'aime du mieux que je peux, mais faut que je me sauve un peu aussi, là. Ma propre peau. Fait. Ouais. Il y a la question de la transmission aussi dans ce livre-là. Là. Ouais. Qu'est-ce que nos parents nous transmettent? Puis c'est difficile de transmettre l'amour quand nous-mêmes, on n'a pas eu d'amour de nos parents ou que c'est un amour tout croche qu'on sait pas comment exprimer. Souvent, ça sort tout croche quand on essaie de transmettre ça à nos enfants. Ouais. Et d'en être, est-ce que des fois ça peut, je vais rentrer dans la psychologie de la psychanalyse familiale, mais est-ce que une génération comme la vôtre, la tienne, Dany, de se dire, OK, moi je l'ai vu, parce que chez un homme qui aurait, 70 ans aujourd'hui à peu près? Ouais, à peu près. Est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel dans cette génération d'hommes qui est pas allé chercher d'aide nécessairement, puis que là, peut-être que leurs fils, eux, vont se dire, ouais, on va faire ça autrement, t'sais. J'aurais tendance à penser que oui, c'est difficile pour moi de parler de la génération de mon père, mais pour ma génération et peut-être surtout les générations qui me suivent, là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un rapport différent à la masculinité. Tout à fait. On le voit dans ce livre-là, là, c'est abordé indirectement, mais il y a beaucoup de masculinité toxique. Là. Mm-hmm. La paternité change de plus en plus, l'autorité, le rapport à l'autorité. Je pense que il y a quelque chose de générationnel là-dedans, en effet. Oui. Est-ce que, parce que c'est ça un peu aussi le travail il y a quelque chose d'extrêmement intimiste. Là, on sait aussi Polo, donc ce personnage est largement inspiré, sinon est carrément votre père. Et l'impression que, est-ce que c'est quelque chose que, depuis que le livre est sorti, vous entendez, par exemple, des gens qui se reconnaissent dans ça? Parce moi, j'ai reconnu un oncle, un père sur certains aspects, donc c'est un homme qui en représente d'autres aussi. Oui, ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent personnellement pour me dire « Hey, ça a eu une résonance là, parce que ça peut être eux-mêmes, ça peut être des gens de leur entourage, puis ils disent ah oui, des gens cabossés comme ça, oui. Là, ça touche une corde sensible. Là. Et comment justement garder ce fil? Parce que là, il y a un travail d'écriture, on l'a dit au début, n'était pas été nécessairement chaotique, et tout un travail d'édition aussi, parce que publier, c'est un travail, on n'est pas toujours tout seul là-dedans. Comment justement le travail d'écriture s'est fait pour garder cette ligne? Parce que moi, une des choses qui m'a frappé à la lecture, puis c'est ce que je disais tantôt, on l'aime pas, on le déplore, son comportement, puis en même temps, il y a des bulles où on se dit... Il essaye, tu sais, il y a quand même avec son fils certains moments plus, en tout cas des souvenirs à tout le moins, qui sont pas tous malheureux. Ouais, mais je dirais qu'il y a comme une espèce de progression dans le roman, c'est-à-dire qu'au début, le portrait du père est assez noir, puis au fur et à mesure que le roman se développe, peu à peu, on voit que, il y avait des aspects positifs à ce personnage-là, puis il y avait vraiment un amour du fils qui savait tout simplement pas comment exprimer. Puis ça s'est vraiment fait dans le travail d'édition, dans la réécriture, parce qu'au début, c'était des fragments, puis il y avait un fil conducteur, mais il était très ténu. Ça s'est vraiment passé là dans le travail de réécriture et de structuration du récit. Puis ça, on le sent quand... parce que je trouve ça super intéressant, je reviens là-dessus, parce qu'un rôle d'éditeur, tu sais, on est souvent... Dany Hémon, il maîtrise la littérature, ça va bien aller, il écrit, à fréquence, on peut dire modérée, pour le moins, deux publications en 9 ans, mais de savoir que un éditeur peut
changer de cap comme ça, c'est quand même, c'est intriguant. Puis pour nos auditeurs, je trouve ça intéressant qu'on parle de ce rôle-là de l'éditeur. Ah, tout à fait. Le rôle de l'éditeur dans ce cas-là, il a été crucial. Ouais. On peut même dire que le livre n'existerait pas si c'était pas de l'éditeur qui a vu une pépite, il a vu un potentiel là. Il a été capable de trouver la façon de transformer un manuscrit inachevé, pas prêt pour la publication, puis d'en faire quelque chose de publiable. Ouais. Ouais. Alors ça, une grande fierté de ce deuxième livre, on le disait en 9 ans. Quelle place l'écriture dans, parce qu'on le voit, puis bon, le fils veut aussi dans ce livre, dit moi je veux être écrivain. C'est quand même un univers loin de celui du père, bien qu'il lise, mais bon, le père n'a pas toujours le temps de se concentrer, pour d'autres raisons. Quelle place aujourd'hui l'écriture? Comment est-ce que vous travaillez sur d'autres projets ou est-ce que... Oui, présentement, j'écris des paroles de chansons en anglais pour un groupe de musique dont j'ai fait partie autrefois. Puis là, métal? Oui, un groupe de métal. Je travaille là-dessus présentement. Après ça, là, j'ai un autre projet de roman qui est en train de se développer, là. Puis ça, ce livre, je poserai pas la deuxième question la plus cliché qu'on pose en entrevue. La première, c'est est-ce que c'est votre père? Ça, c'est réglé. La deuxième, c'est passer des nouvelles au roman. Il y a quand même un élément de fragment. Il y a quand même, c'est un petit peu des nouvelles dans la structure là. Est-ce que ce genre-là du roman va évoluer? Probablement, j'aimerais faire un roman plus traditionnel, entre triple guillemets, là, avec peut-être plus d'une intrigue, des intrigues qui s'entrecroisent, une plus grande distribution, parce que ça, c'est un huis clos avec 2 personnages principaux, là. J'aimerais ça. Mais je pense que je vais toujours garder quelque chose de la nouvelle que j'apprécie particulièrement, parce que c'est comme des instantanés, c'est des fragments. Dans ce roman-là, c'est des chapitres assez brefs. Il y a quelque chose aussi de la rapidité de la nouvelle qui est au cœur de mon travail. Dans la nouvelle, les phrases, les paragraphes qui sont pas nécessaires vont... Dans la nouvelle, ça pardonne pas. Alors que dans le roman, il peut y avoir une page un peu plus faible. Dans l'ensemble, c'est moins problématique. Ouais, on attend moins de chaque... Et effectivement, l'exercice. Et c'est ce qui le rend extrêmement efficace. Donc, d'aller comme ça, par objet, qui déclenche un souvenir, une anecdote. Parmi ces anecdotes, en terminant, Dany Hémon, il y a des moments qui sont partagés quand même entre le fils et le père. Et il y a une place, on évoquait la musique. Je sais que la musique rock ou metal, en tout cas, l'importance dans votre vie. Ouais. The Wall... C'est vrai, ça aussi? Le film The Wall de Pink Floyd? Oui, tout à fait vrai. Un petit rituel père et fils? C'est intéressant parce que la façon dont le narrateur découvre ce DVD-là, ça fait partie du travail de fiction, là. Okay. Pour les besoins de cohérence narrative, puis pour les besoins du livre, il y a une partie d'invention là-dedans, mais c'est vrai que ce film-là, sur la séparation, c'est un film qui nous a reliés pendant longtemps. Puis c'est important pour moi d'en parler. Puis oui, ça a été vraiment central dans nos vies, cette musique-là de Pink Floyd. Et qui donne donc cette belle phrase, chacun de notre côté du mur. Donc cet amour... vivre avec, jamais complètement avec, jamais complètement sans. Dany Hémon, c'est très touchant ce livre. Fermer les yeux ne suffit pas. Premier roman, deuxième ouvrage. C'était la deuxième fois qu'on recevait à l'émission. On se quitte sur Pink Floyd, The Wall. Merci. Merci beaucoup.